expérience sur cette thématique et qui vont venir témoigner de leur propre expérience, de ce qu'ils font. Et puis après, on aura une bonne partie de temps, une petite vingtaine de minutes pour discuter tous ensemble. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une table ronde. On se met ensemble et on discute de manière ouverte et on invite à venir témoigner. Donc si vous avez peut-être des témoignages à partager ou bien des avis qui vont dans le sens de ce qu'on a dit ou peut-être contraire, eh bien n'hésitez pas, c'est ce qu'on recherche justement. Alors la thématique aujourd'hui va parler de la première thématique, première table ronde, va parler de la préparation physique chez les jeunes. Et donc là, je vais faire une toute petite introduction, c'est de rester à même pas 2 minutes, juste lancer quelques concepts. Et puis derrière, je laisserai Damien et François, qui ont une belle expérience par rapport à la préparation physique chez les jeunes, venir témoigner de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont mis sur pied. Et après leur témoignage, eh bien, ils guideront eux-mêmes la table ronde. Donc, rapidement, quand on parle de préparation physique chez les jeunes, il faut rentrer dans un modèle qui soit global, qui ait une vision long terme, tel que par exemple, pour ceux qui connaissent, le modèle du DLTA. Donc on ne peut pas se limiter aux résultats du lendemain, au match du dimanche. On doit avoir avant tout une perspective sur le développement à long terme du sportif. Une autre particularité, on sait que chez les jeunes, particulièrement à l'adolescence, on a des différences énormes de maturation en fonction justement de si on a un individu qui a une maturation précoce ou tardive. On peut avoir des écarts qui vont jusqu'à 4 ans entre l'âge chronologique et l'âge biologique. Donc ça veut dire que là aussi, il est fondamental d'en tenir compte, en sachant que ces différences ne sont pas les mêmes et pas au même moment chez les filles que chez les hommes. 3. Quand on considère les paramètres physiques à entraîner, on doit tenir compte de leur chronologie. Quand est-ce qu'on doit développer telle ou telle qualité physique? Il y a des règles, des données scientifiques qui nous donnent des informations sur justement les périodes plus intéressantes pour développer. On doit en tenir compte. Et en tenir compte, c'est tenir compte aussi des différences de maturation. On voit ici les courbes de croissance et idéalement, le travail sera influencé en fonction de ces courbes de croissance. Dans un modèle théorique idéal, on devrait mesurer donc cette croissance pour pouvoir influencer nos choix physiques, ce qui n'est pas toujours facile. 4. La motricité fondamentale est un préalable indispensable à la performance de haut niveau. Un des rôles peut-être, est-ce que c'est le préparateur physique, l'éducateur physique, c'est de construire cette motricité. Et cette motricité, si elle n'est pas bien construite chez le jeune, à terme, à long terme, on risque d'être face à des barrières de compétences, des barrières motrices qui font que le sportif ne pourra plus évoluer, ne plus progresser à un plus haut niveau. Donc, il faut éviter de l'enfermer dans une motricité hyper spécifique trop tôt. Voilà, ça c'est les 4 concepts, éléments théoriques que je voulais introduire et qui seront base de réflexion. Et puis derrière, j'invite François peut-être en premier à venir lui-même faire son témoignage de ce que lui met sur pied avec les jeunes. Voilà, bonjour à tous. Donc merci à Boris, donc je m'appelle Damien, pas François, mais c'est François me suivra. Je remercie Boris de m'avoir invité ici pour présenter un petit peu ce que je faisais chez les jeunes. C'est pas ça, non.
Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'être une porte ouverte pour le débat après, pour la table ronde. Donc, je vais vous présenter quelques situations qu'on a l'occasion de faire vivre ici, que j'ai l'occasion de faire vivre depuis 23 ans au niveau de la préparation physique. Et puis, on en débattra suite à l'exposé de François. Donc, j'ai 5 minutes pour me présenter et présenter un petit peu les projets que j'ai réalisés. Donc ici, moi je suis directeur de l'ASBL Dimension Sport depuis 23 ans. Donc, je suis coordinateur également d'une cellule de préparateurs physiques. Donc, on a une équipe de 4-5 préparateurs physiques qui travaillent sur différents projets. Et personnellement, je fais de la préparation physique depuis 23 ans, aussi bien avec des sportifs individuels que dans des sports collectifs. Donc je suis dans l'expérimentation aussi, dans la diversité. J'essaye vraiment d'aller rechercher un maximum d'informations dans les différentes disciplines et faire profiter aussi de ce que je retire d'une discipline pour l'apporter à une autre discipline dans la préparation physique. Alors, les quelques projets chez les jeunes qu'on développe au sein de la structure des DS Performance, c'est d'abord des projets au niveau motricité générale et au niveau préparation physique. Donc je vais venir un peu plus en détail là-dessus. Donc le premier, c'est en phase avec ce que Boris vient de présenter. Donc au sein de la l'ASBL Dimension Sport, on s'occupe des enfants et des adultes et on essaye de respecter vraiment la philosophie du DLT1. Donc vraiment suivre ces 7 étapes au cours de la carrière sportive d'une personne. Alors pour cela, nous avons plusieurs activités possibles. Donc à partir de 18 mois jusqu'à 8 ans, là on va proposer toute une série d'activités. Donc on a 65 activités différentes qui vont travailler les habiletés motrices de base, de manière vraiment à essayer de développer cette coordination, cette transversalité dans le sport et de préparer le sportif à sa vie future. Donc essayer qu'il n'y ait pas de barrière à un moment donné par manque de coordination et manque d'habileté motrice. Alors ensuite, à partir de 8 ans, on continue à les accompagner dans des... Donc oui, avant 8 ans, c'est des séances hebdomadaires où les enfants viennent avec leurs parents étant jeunes et puis après seuls. À partir de 8 ans, là, on propose des séances hebdomadaires où on a des jeunes qui viennent un peu de tout sport, donc aussi bien des sports collectifs que des sports individuels. Et avec eux, on travaille les qualités motrices de base, de nouveau. Donc on essaye de les sortir un peu de l'hyperspécialisation qu'ils ont dans leur sport et de continuer à travailler ce rééquilibrage musculaire, des aspects préventifs et les qualités physiques qui doivent être développées à cet âge-là. Donc comme Boris en a parlé tout à l'heure, en respectant les différentes fenêtres pour les travailler. Donc ça c'est de 8 à 17 ans. Donc ça c'est le premier projet qu'on développe. Deuxième projet qu'il y a, c'est un travail dans les sports co au niveau régional. Donc là on a un travail vraiment des plus jeunes jusqu'à l'âge adulte, aussi bien dans le football que dans le rugby. Donc on a un passé, ça fait 7 ans qu'on travaille avec les sports minérois. On a travaillé 2 ans avec le club Mozan en rugby. Et alors chez eux, dans ces structures-là, on propose différents schémas suivant l'évolution morphologique de l'enfant et suivant les fenêtres qui nous sont ouvertes. Donc de 5 à 9 ans, on va essayer de sortir justement l'enfant de ses entraînements spécifiques. Donc, et lui proposer un travail d'habileté de base, de travail de motricité générale. C'est l'aspect transversal qu'on va essayer de travailler. Donc on vient, par exemple avec ces footballeurs, on vient avec des balles de tennis, avec toute une série d'éléments qui va leur permettre de travailler un petit peu d'autres choses que ce que l'entraîneur spécifique peut lui donner, lui apporter. À partir de 10 ans jusqu'à 13 ans, là, on va plutôt vers un travail de développement des qualités physiques de base, où là, on va notamment avoir une correction au niveau de la technique de course, qui va être un peu plus directement attelée, en tous les cas, vers la spécificité du sport. Et puis, alors, à partir de 13 ans, là, on rentre vraiment dans l'aspect spécifique, où on développe les qualités propres au sport pour essayer vraiment de le rendre performant dans sa discipline. Et on ajoute le volet préventif qui est souvent aussi oublié et non réalisé par les entraîneurs spécifiques. Donc là, on se retrouve dans des clubs régionaux, on n'est pas à un échelon national non plus, donc on n'a pas nécessairement des entraîneurs qui ont les compétences pour gérer non plus tout ça. Donc on vient amener ce petit plus aussi à côté.
Donc ça, c'est le deuxième projet. Alors, ici, j'ai un petit... Non, c'est pas grave, ça. On voit pas ça. Ouais. Troisième projet, alors là c'est plus au niveau national. Donc là je m'occupe d'un... Ça fait 3 ans que j'ai mis en place le développement de la force chez les jeunes à Eupen. Donc à Eupen, les joueurs, donc c'est un club de football en division 1 pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous avons des jeunes qui ont donc 5 entraînements en semaine, plus un match, et donc un jour de congé sur la semaine. Dans cette semaine, on essaye de les voir une heure et demie par semaine et de les sortir vraiment du concept ballon et de développer la force chez eux. Donc depuis 3 ans, ça s'est mis en place et ça a un succès assez intéressant, non seulement au niveau des répercussions terrain, mais aussi au niveau du retour des joueurs. Donc là, l'objectif de notre travail, c'est de rendre nos joueurs plus performants au niveau des duels physiques en homme contre homme, donc de ne pas en faire simplement des footballeurs, mais en faire des vrais sportifs, de travailler de manière à éviter un maximum de blessures aussi musculaires par un meilleur rééquilibrage, un travail excentrique, un travail préventif à différents niveaux, un travail de gainage. On essaye de leur d'amener un plus au niveau de leur explosivité, au niveau de leur puissance, par le fait qu'on est dans des conditions aussi parfois plus faciles que le terrain nous propose de le faire. Donc on est dans des salles de musculation notamment, ou dans des salles de gym, je vais en parler tout à l'heure. Et on essaie d'établir une carte d'identité musculaire avec toute une série de tests que nous réalisons avec eux. Alors pour y parvenir, eh bien, on part d'un travail donc c'est un travail qui s'adresse aux U15, donc 14 ans, jusqu'au U21. Et nous avons d'abord un travail dans une salle de gym, donc la proportion est fortement orientée vers la salle de gym et la salle de sport de combat dans un premier temps, et on les initie tout doucement vers la salle de musculation. Et plus l'âge augmente, plus l'âge avance, plus ils passent du temps dans leur salle de musculation, et la salle de sport de combat ou de gym devient un peu le transfert qu'on a obtenu avec ce travail de force. Donc, on part donc d'un travail notamment de gainage statique, où on travaille vraiment les bases chez les U15, U16, pour arriver vers un travail beaucoup plus dynamique, vertical, plus spécifique dans la discipline. On travaille aussi notamment on travaille l'haltérophilie aussi, avec tout d'abord un développement de la coordination qu'on essaie de développer au travers de cette discipline, pour arriver finalement vers un travail d'explosivité. On a un peu les différents aussi qualités qu'on développe au niveau des différentes catégories d'âge avec l'évolution au fil des années. Alors, ce travail-là, qu'est-ce qu'il a comme impact? C'est qu'on estime que le travail qu'on propose ici, le travail de force, nous permet d'avoir des joueurs qui sont d'ailleurs d'abord plus confiants à leurs possibilités. Ils acquièrent une stature, un physique qui leur donne confiance. Deuxièmement, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ils ont une meilleure stabilité. On a souvent les retours qui nous disent on a l'impression de jouer en permanence avec des crampons de 22 mm, d'être vraiment bien ancrés dans le sol, d'être indéboulonnables. Donc tout ce travail qu'on fait avec eux leur permet d'avoir cet impact. Et donc au niveau du jeu, ça se traduit par une meilleure précision dans la passe, une meilleure puissance de frappe, une meilleure résistance au niveau de la charge dans les duels, donc quand on est en possession de balle, ça. Par contre, quand ils sont en perte de balle, eh bien là on travaille aussi tout ce qui est, on a une répercussion au niveau de l'agressivité, notamment de la hargne dans les duels, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est que on travaille d'abord le gainage donc de manière statique, dynamique, et puis on essaye de le transférer vers tout ce qui est jeu de position en salle de sport de combat, où là on va travailler justement cette agressivité aussi, on va essayer de transposer cette force acquise vers la gestuelle spécifique. Donc voilà un petit peu le travail et les exemples qu'on a développés ici depuis quelques années. Voilà, merci à vous.
Voilà, bonjour à tous, François Delvaux. Je vais clôturer cette introduction à la table ronde consacrée à la formation des jeunes par juste une petite introduction donc, de quelques minutes. Donc, je m'occupe essentiellement en tant que préparateur physique du badminton et du handball dans des centres de formation qui se situent ici à Liège. Alors, spécifiquement, le badminton, on a 8 jeunes de 12 à 18 ans, donc c'est un groupe assez hétérogène en termes d'âge, de niveau. On a des garçons, des filles en plus. On a aussi un groupe intermédiaire qui va succéder donc à cette phase d'école secondaire, donc un groupe qui est pas très fourni pour l'instant dans le badminton, donc des jeunes de 19 à 22 ans qui sont un petit peu entre le niveau junior et le niveau adulte. Et puis on entraîne les élites adultes. Donc j'ai entraîné Maxime Morils pendant ça fait 10 ans maintenant que je l'entraîne. Il est parti au Danemark depuis 2 ans. Il va revenir ici maintenant pour, à partir du printemps, pour essayer de jouer la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et a priori, Liane Tan reviendrait aussi pour s'entraîner, pour elle essayer d'aller décrocher une 3e participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. En ce qui concerne le handball, on a un petit peu plus de joueurs. Donc on a 15 jeunes cette année-ci. On a déjà eu des années avec 18 jeunes. Cette année-ci, on en a 15 qui ont un âge un petit peu plus élevé qu'en badminton. On les prend à partir de 15 à 18 ans parce que comme ils sont peu nombreux, on doit pouvoir les mettre en opposition les uns contre les autres. Donc ça ferait un petit peu trop jeune de démarrer avant l'âge de 15 ans. Et on accepte aussi 4 joueurs U18 qui font partie de l'équipe nationale U18. Mais qui ne font pas partie du centre, et c'est un projet national, donc c'est assez intéressant. On a vraiment une collaboration étroite avec la fédération flamande, et on a développé un projet qui s'appelle Be Stronger pour essayer vraiment de faire en sorte que chaque jeune de l'équipe nationale U18 bénéficie du même programme de préparation physique partout en Belgique. Donc il y a un centre à Anvers, il y a un centre du côté de Bruxelles, il y a encore un 2e centre en Flandre, plus le centre de Liège, et ils ont tous le même programme physique, donc tous les participants en tout cas à l'équipe nationale U18 de handball. Alors spécifiquement, on a parlé, Boris en a un peu parlé, Damien en a un petit peu parlé ici maintenant du DLTA. Moi je pense que le DLTA, on doit un petit peu se l'approprier. Je ne crois pas qu'il faut le prendre tel quel. Nous on a pris ce parti-là en tout cas de brainstormer par rapport à ce DLTA et se dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le rendre un petit peu plus spécifique à notre projet, à notre philosophie. Et après avoir brainstormé avec les entraîneurs spécifiques dans le badminton, on est arrivé sur cette ligne de temps en quelque sorte. Donc vous voyez un petit peu les grandes lignes du DLTA qui s'affichent ici à partir de la 2e année U13, donc c'est 12 ans, hein, donc le rentrée au centre dans l'idéal, 2e année, 1re année moins de 15 ans, etc. etc. Et vous voyez ici, j'ai pas le temps évidemment de développer tous les aspects qu'on va travailler en préparation physique, mais ce qu'on voulait c'était surtout avoir la pertinence, savoir quel travail physique on allait réaliser. Et vous avez ici les mots-clés, mais surtout, et vous regardez à chaque fois les 2 mots-clés principaux, c'est les attitudes qu'on souhaite avoir. Donc je parle ici de développement athlétique, mais surtout de développement éducatif, et ça nous semble tout à fait fondamental. Ce sont des attitudes qu'on cherche, des comportements qu'on cherche à développer chez les jeunes, tant dans les entraînements spécifiques que dans les entraînements de préparation physique, et dans tout le reste, en compétition, dans la vie de tous les jours, où ce sont des jeunes qui finalement représentent déjà, les fédérations représentent déjà leur sport, le sport qu'ils pratiquent. Alors, comme Boris l'a dit, c'est une table ronde ici, je ne dois pas parler trop longtemps, donc on voulait juste lancer quelques sujets ici, et moi j'ai choisi comme manière de faire, de vous proposer simplement 3 projets que nous avons réalisés ici ces dernières années, avec lesquels nous travaillons parfois, et notamment ce projet de scan de jeunes athlètes. Initialement, en fait, ça a été développé pour déterminer un style de jeu. Donc il faut savoir qu'en badminton, on essaye vers l'âge de 17-18 ans que chaque joueur connaisse son style de jeu. C'est vraiment important quand on arrive en compétition face à un adversaire, qu'on connaisse ses forces et qu'on ait un schéma tactique qui soit prêt dans sa tête. Et puis après, ce schéma tactique, évidemment, il va s'adapter en fonction de la réponse de l'adversaire. Et je pense que ce style de jeu, il dépend très fort des qualités physiques, évidemment. Donc on a essayé de déterminer les principales qualités physiques en badminton et d'essayer de les objectiver le plus possible. Donc on a déterminé la puissance aérobie, l'habilité à répéter le sprint, l'explosivité évidemment par différents paramètres, et vous voyez tous les tests qui s'affichent à droite, la coordination, la souplesse, sont des termes assez généraux, mais on a essayé d'évaluer, donc d'objectiver en quelque sorte le potentiel de chaque athlète, et on a essayé de classer entre 0 et 10
chaque performance. 10 étant vraiment la performance que l'on attend lorsqu'ils sont des athlètes professionnels pour pouvoir performer à haut niveau, 0 étant une performance médiocre à ce stade. Alors ça revêt évidemment un caractère un peu subjectif, mais on essaye de mettre quand même un petit peu d'objectivité dans quelque chose qui sera de toute façon toujours un petit peu subjectif. Alors voilà ce que ça peut donner avec un athlète qui a préféré ici garder l'anonymat. Hein, c'est un jeune gaillard qu'on a entraîné ces dernières années. Donc voilà, on l'appellera Eric. On va respecter son anonymat peut-être de par voilà cette pilosité un peu surprenante pour son âge. C'est peut-être pour ça qu'il souhaite garder l'anonymat. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne ici en termes de graphique. C'est très simple. C'est un graphique en 5 colonnes simplement. Et donc on a ces cotes entre 0 et 5. Et vous voyez, voilà, chez ce jeune gaillard, très bonne souplesse, coordination, explosivité. Par contre, pour tenir la distance, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Donc au niveau puissance aérobie, répétition de sprint, c'est un peu plus compliqué. Donc après, sur base de ça, peut-être qu'en discussion avec les entraîneurs, on va pouvoir essayer d'orienter quelque part le style de jeu. Et je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer en tant que préparateur physique dans cette discussion. Alors deuxième projet, Boris en a parlé, je suis certain qu'on est convaincu, qu'une majorité de personnes sont convaincues de cet aspect de polysportivité, de transdisciplinarité aussi. Donc au centre de formation du handball ici, le lundi soir, ils ont des cycles d'activités sportives qui sont différentes que celles du handball, et à chaque fois il y a une réflexion, quel sport va-t-on les faire pratiquer pour quel gain, qu'est-ce qu'on veut vraiment aller chercher. Et donc, tous les lundis soirs, pendant des cycles de 8 à 10 semaines, ils ont pratiqué la boxe, le badminton pour travailler un petit peu justement le déliement au niveau du poignet et le fouetter lors du tir, la gymnastique notamment pour apprendre à tomber, l'athlétisme, etc. etc. Et moi, l'entraîneur de handball, il m'a dit, j'ai jamais vu mes joueurs progresser autant sur le terrain qu'après le cycle de boxe. Hein, parce que le premier cours de boxe, donc on a vraiment engagé un boxeur, un entraîneur de boxe pour leur donner l'entraînement. Donc déjà, ça a été corde à sauter pendant une demi-heure. C'était déjà super riche, très intéressant, très difficile pour eux. Mais surtout, au début, personne ne voulait aller montrer simplement avec le moniteur les exercices. Et puis, après quelques semaines, ils se battaient tous, justement. Et là, ils ont commencé vraiment à se lâcher. Ça devenait vraiment très, très intéressant pour la pratique du handball, qui est un sport, un vrai sport de contact, évidemment. Et un troisième aspect dont je voulais vous parler, c'était la prévention des blessures. Et nous avons adapté l'approche ces dernières années. Donc, on est passé d'une approche de prévention groupée où tout le monde fait les mêmes exercices, tout le monde fait des gainages, tout le monde fait des exercices proprioceptifs de souplesse sur un même mode. Et on est passé vers une approche un petit peu plus individuelle. Ce qui a été le déclencheur de ça, c'était des blessures qu'on a eues au niveau du badminton. Au dos de certaines filles, donc des lombalgies. Il faut savoir que sur une quinzaine de filles, on a eu 3 filles qui ont eu des problèmes disco. Suite à des discussions avec Luc Stevens, notamment, on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on soit encore plus pertinent au niveau de la prévention. On peut pas continuer. On avait l'impression de bien faire les choses, mais il fallait qu'on fasse un pas en avant supplémentaire. Donc on s'est dit on va individualiser encore un petit peu plus la prévention. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé trouver les experts ici au niveau du dos en particulier, et de l'activité physique. C'est Marc Van der Tommen, c'est Stéphanie Grodan, notamment ici au CHU de Liège. Ils nous ont proposé des évaluations au CHU d'Esneux, notamment des évaluations de la force maximale isométrique des grands muscles du tronc, plus des tests très spécifiques, très pointus de contrôle moteur. Voilà, au nom ici quelque peu barbare, mais ce ne sont pas des tests trop compliqués. Ils ont assumé tout ça, et puis après on en a fait une fiche individuelle. Donc chaque athlète, sur base de ses résultats, n'avait pas le choix. Donc on leur a imposé de réaliser certains exercices 2 fois par semaine pendant 20 minutes, et puis après on a continué avec 1 fois par semaine en entretien. Et jusqu'à présent, la joueuse qui est toujours chez nous, qui a un problème de discopathie, elle est stabilisée, elle peut performer toujours à son niveau, et on n'a plus jusqu'à présent de nouveaux épisodes de problèmes à ce niveau-là. Alors, les cordes sont courtes, on peut pas vraiment dire que c'est à coup sûr pertinent à 100%, mais on a quand même vraiment l'impression d'être dans le bon. Et puis, tant qu'on y était, le problème aigu, c'était spécifiquement au niveau du dos, mais c'est clair que le badminton, notamment, est un sport traumatisant au niveau des membres inférieurs. On a eu une rupture du ligament croisé chez un athlète il y a 3 ans, par exemple. Donc, à nouveau, on s'est entouré d'experts. Les experts, on a le CAPS, notamment, et en particulier
particulier ici en termes de prévention de blessures, le pôle liégeois, qui a réalisé une évaluation individuelle avec notamment mon collègue Gilles Berwart et Cédric Schwartz. On a réalisé des épreuves de qualité de réception de saut, puisqu'on sait que la qualité de réception lors d'un saut vertical est liée à des traumatismes, à la survenue en tout cas de traumatismes ligamentaires au niveau du genou. Un test d'équilibre, un test de souplesse, test de force via l'isocinétisme, et sur base de ça, eh bien, à nouveau, une fiche individuelle. Donc on avait prévu des exercices, et spécifiquement en fonction de leur déficit à chacun, eh bien, s'ils avaient des déficits d'équilibre, on choisissait 1, 2, 3 ou 4 exercices. Même chose en termes de réception de saut, et en termes de souplesse, spécifiquement au niveau des ischios et des adducteurs, parce que c'est souvent le gros problème, en tout cas nous, chez les joueurs de badminton. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Donc c'est une table ronde, hein. Je pense que c'est votre table ronde. À vous d'intervenir. Je ne sais pas si Eric, tu vas intervenir peut-être ici maintenant. Non. Ah, je veux bien donner le micro à quelqu'un qui veut poser une question. Ou faire un témoignage. Hubert Lemaire. Non, je crois à cette multidisciplinarité. J'ai fait la présentation, je me souviens, il y a quelques mois, à la Haute École de Liège aussi, avec nos jeunes, on a mis sur pied pour les 7 et 9 ans, donc au centre de formation, au Sporting Anderlecht, on a mis sur pied donc des activités. Ils vont une fois par semaine faire des sauts, enfin de la gymnastique, de la danse, donc j'y crois sans problème. Hein. C'est sûr que c'est le gros problème du sport professionnel maintenant, enfin, Division 1 comme Eupen ou même ici au Standard, c'est qu'on veut en faire que des footballeurs, et les mecs ils savent faire que ça, ils prennent leur sac, ils vont à 6 ans avec le même sac à 18 ans, et voilà, ils voient que ça. Et il ne voit rien d'autre. Et bon, c'est sûr que faire autre chose que du foot, dans le cas du foot, c'est important. Je vous rejoins à 200%. Une question, un témoignage chez les jeunes? Olivier? Bon, tant pis, je prends la parole. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur le travail de la force, d'accord, puisque ça a été évoqué tout à l'heure là. Alors chez les garçons, je pense qu'on n'est pas loin du compte, et il y a des choses qui sont intéressantes, mais j'aimerais bien savoir un peu chez les filles, si vous aviez une expérience chez les filles, pour savoir quelle était votre approche du travail de la force chez le public féminin, quoi. Notamment au niveau des décalages de maturation qu'on a pu voir, qui peut être problématique en France, notamment chez nous, mais je voulais savoir un peu chez vous aussi. Donc moi je travaille avec des filles au niveau du badminton. Alors déjà, en général les filles quand elles font du badminton, c'est pas facile au niveau de l'entraînement de la force, effectivement, parce que tout ce qui concerne les éducatifs haltérophiles notamment, je ne peux pas dire qu'elles soient vraiment très fans de ça. Les garçons, ils adorent ça, ils adorent soulever de la fonte. Ça, c'est vraiment très facile à ce niveau-là. Par contre, chez les filles, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'essaye de trouver quelques astuces. Donc, je travaille plutôt avec, en général, chez les filles, avec des charges, de toute façon, qui sont en général un petit peu plus légères, mais surtout avec des éducatifs qui font qu'on va demander systématiquement de la coordination, du gainage dans les exercices. Donc, je suis moins dans une recherche d'amélioration de force pure, donc on est plus sur des exercices avec de la montée sur step et avec positionnement statique pendant quelques secondes en position athlétique pure, par exemple, de face, de côté, vers l'arrière aussi, notamment, des travails de fente notamment, mais en général cette planification elle est un petit peu plus compliquée, je trouve, avec les filles. Et alors un deuxième aspect aussi avec les filles en particulier, on parlait de polysportivité ici, donc le projet qu'on fait et que vous faites en partie, que Hubert fait à Anderlecht notamment, et je pense dans beaucoup de structures. En fait, je pense que
ça cherche donc à pallier le fait que les jeunes, ils arrivent dans les centres de formation où on est vraiment à la pointe de la pyramide avec une base motrice qui est trop peu développée. Mais je trouve que ce problème, il est surtout valable chez les filles. Parce que chez les garçons, voilà, je pense que les garçons sont un peu plus habitués, je pense, à aller à faire du sport un petit peu plus jeune, à courir, à grimper dans les arbres, et les filles peut-être un petit peu moins, notamment. Et je pense qu'elles arrivent encore avec un bagage global moteur qui est inférieur à celui des garçons. Et donc, ça retarde aussi les apprentissages à ce niveau-là. Mais voilà, donc j'ai que de l'expérience par rapport au badminton. Je ne sais pas, Damien, toi, non, dans le foot Table ronde. Vous voulez pas jouer votre rôle là, Ah, voilà. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous mettez l'approche théorique à vos sportifs pour faire comprendre les exercices que vous faites en prépa physique. De toute façon, c'est chaque fois. Moi, je parle beaucoup avec mes sportifs, donc j'essaye vraiment de leur expliquer chaque fois le pourquoi de chaque chose qu'on fait. Donc ça, c'est une de mes approches. Donc oui, tout le temps. Vraiment, dans la direction, en tous les cas, dans laquelle on va, je suis moins précis peut-être avec des tout jeunes, mais je vais toujours quand même expliquer le pourquoi des choses. Oui. Une autre question? Une question là au-dessus, là. Ouh. Pour te faire courir. Voilà, je me demandais si, vous êtes tous en haut niveau. Je veux dire, bon, je pense que pour la plupart des personnes dans cet auditoire, on travaille peut-être des fois à bas niveau ou à des niveaux plus modestes. Moi, j'ai juste une question au niveau des jeunes, que ce soit dans le sport collectif. À partir de, on va dire, de combien de temps la préparation physique, on va dire en plus de 2 entraînements en semaine, pour avoir un impact sur eux, pourrait être utile ou alors inutile? Je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Enfin voilà, c'est simple. Je pense qu'au niveau régional, en tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on vient en tant que préparateur physique apporter à une structure non professionnelle, c'est les connaissances de ce domaine-là. Donc on essaie de sortir un petit peu l'entraîneur qui est soit un ancien joueur, soit un parent parfois même, et on essaie d'amener cette petite touche de connaissance au niveau de la préparation physique. Donc elle a un impact minime, mais elle a au moins un impact éducatif déjà et de sensibilisation en tous les cas par rapport à ce travail. Ouais. Et d'éviter aussi des grosses erreurs qui peuvent se faire parce qu'il faut faire un travail physique. On estime qu'on doit le faire comme on l'a vécu en étant jeune, et c'est souvent mal proposé. Donc je pense que ça a quand même son intérêt aussi de travailler au niveau régional à ce niveau-là, au niveau éducatif, et au niveau d'éviter en tous les cas toute une série de blessures et de mauvaises applications. Attention Hubert, ne monopolise pas. Hein. Simplement, je ne vais pas faire aussi non plus le malin ici, mais je crois que Guy était un précurseur dans le genre. Et là, je crois que c'est un des premiers à avoir fait ça dans le sport, même pas nécessairement le sport de haut niveau, mais même parce qu'il touchait à tout, et même les jeunes, et pas nécessairement le standard, il a aussi touché des autres. Je crois qu'on peut dire que c'était un pionnier de la multidisciplinarité dans le sport de haut niveau, et même au niveau provincial. Et maintenant, je crois que si vous vous souvenez, les collègues ici du RP Cube, quand on était allés à Barcelone tous ensemble il y a 3-4 ans, on avait une discussion très intéressante dans un centre de formation de footballeurs, où on était un peu tous du même côté, et on n'était pas trop d'accord finalement avec la manière de voir les choses dans le football espagnol qui pourtant est hyper performant aussi, et eux ils ont une approche ultra spécifique finalement, où tout est très spécifique, l'entraînement physique est hyper spécifique, on est tout le temps dans de la balle, donc à partir de l'âge de 5-6 ans ils sont tout le temps sur un terrain de foot avec des crampons et avec de la balle, et pourtant ils ont quand même des résultats aussi qui sont excellents. Maintenant moi je suis effectivement pour cette approche polysportive. Je pense que c'est meilleur, et Boris ne me contredirait pas en disant que certaines études ont montré qu'effectivement le taux d'abandon était supérieur quand on avait une spécialisation précoce, le taux de blessure aussi, et donc voilà, mais
on doit garder en tête aussi que finalement, il y a d'autres moyens pour arriver, et je pense que le foot espagnol a quand même prouvé qu'il était au tout haut niveau avec une approche fondamentalement différente. Mais je pense qu'elle ne serait pas pertinente chez nous. Une autre question? Sinon, moi j'ai une question. Alors, je pense que la problématique de la polysportivité, je pense, commence à rentrer vraiment dans les mœurs. En tout cas, au niveau des structures de haut niveau, on voit que c'est vraiment quelque chose qui apparaît de plus en plus et pour lequel on est sensibilisé. Par contre, la problématique de la maturation, de tenir compte des différences de maturation, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Alors ça se fait au niveau d'un suivi individuel, sans problème. Par contre, au niveau collectif, je n'ai encore jusqu'à présent vu aucune structure qui savait en tenir compte. Est-ce qu'il y a ici dans le public des personnes qui savent si dans un club ou dans une fédération, on tient compte justement de cet élément-là? Est-ce qu'on mesure les variations de croissance de façon à adapter les contenus physiques, les charges d'entraînement, etc. Est-ce qu'il y a des clubs ou des fédérations qui sont sensibilisés et qui le font réellement, concrètement? Attends, un micro. Donc je répète si on n'a pas entendu, donc quand le RP Cube, on a eu la chance d'aller à l'Ajax Amsterdam, ils nous avaient expliqué que eux justement, ils faisaient les tests individuels, et que pendant le pic de croissance, ils enlevaient même le jeune de l'équipe pour ne faire que de la prévention et de la coordination. Donc de mémoire, il me semble qu'à l'Ajax, en tout cas eux ils le font quand ils nous avaient expliqué leur centre, quoi. Voilà, mais là on est dans un club de très haut niveau, très moderne. Ma question c'est, voilà, est-ce qu'en Belgique, est-ce que quelqu'un a écho de si ça existe? Donc, je suis responsable du département formation de cadre à la CFF, donc pour le football. Je sais qu'à Bruges, par exemple, avec les travaux de Dieter Depré de l'université de Gand, ils ont essayé d'établir une batterie de tests qui permet de déterminer un peu le niveau de maturité du joueur, et en fonction des résultats obtenus, ils essayent d'individualiser la charge de travail. Donc là, il y a vraiment un travail sur le terrain en essayant de faire des groupes en fonction de la maturité. Et dans la formation des cadres, il y a aussi une volonté de pouvoir essayer d'éduquer ou de former les futurs entraîneurs dans cette voie-là, de pouvoir tenir compte aussi du degré de maturité. Donc on est en train d'essayer d'identifier, de pouvoir individualiser le plus possible selon le degré de maturité. Je voudrais aussi intervenir peut-être par rapport à ce que François et Damien, je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils disent. Je pense qu'il y a une notion importante, le rôle du préparateur physique, c'est aussi éduquer les formateurs. Et ça, je pense que c'est important. Effectivement, si on délègue, et si trop souvent, dans ma réalité à moi, dans les formations de cadre, on dit ok, le foot c'est pour nous, la préparation physique c'est pour le préparateur physique. Je pense que c'est une grosse erreur. Je pense qu'il faut d'abord, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers les formations de cadre, on essaye aussi de former les entraîneurs. C'est quand même la première personne qui doit être capable à un moment donné de pouvoir orienter le travail et orienter les enfants vers des structures comme le Seriki ou comme Dimension Sport. Donc il faut aussi passer par ce travail d'éducation et de formation des cadres sportifs à travers des formations continues, à travers des formations qu'on est en train de développer avec la collaboration de l'ADEPS. Voilà. Merci Jean-Louis. J'ai fait un stage d'un mois au centre de volley à Bruxelles, et là ils mesuraient tout sans arrêt. Et ils adaptaient aussi les entraînements. Je ne connais pas les détails tout à fait, mais ils faisaient ce que tu disais là tantôt. C'était un club ou c'était une fédération? C'est Eurovolley Center, donc c'est en internat pour le volley. Ouais. C'est okay. D'accord, ouais. Les tranches d'âge, ça va faire 13 à 18 entre ici. Merci. Dernière question, un dernier témoignage? Moi, je vais en donner un pour tous les jeunes qui sont ici, et je remercie d'être présents comme ça un samedi parce que c'est rare. Vous allez dans des colloques de fédération ou quoi, souvent on se retrouve à 10 et il n'y a pas beaucoup de jeunes. Vous êtes en formation, vous allez avoir un diplôme d'éducation physique. Vous avez un potentiel énorme entre 5-6 ans
et 10, 11 ans, comme Damien l'a montré. Et tous ceux qui sont profs d'éducation physique peuvent faire cette éducation physique sur 5-6 piliers. Ici, il y a Romain Bolly qui a été interviewé tout à l'heure, Nicolas Quimper, Florent. Donc il y a des gens qui travaillent déjà avec des jeunes dans un tronc commun d'éducation physique, gymnique, athlétique, maniement de ballon, on peut faire du nautique, et puis un peu de multisport, comme Damien l'a montré avec jeux d'opposition, sport de combat. On peut faire du vélo. Ils ont tous des vélos, on ne travaille plus avec les vélos. Parce qu'il y a les mœurs, parce qu'il y a le trafic, parce que les parents n'ont pas le temps. Du roller, c'est du travail unipodal, c'est de la proprioception sur une planche. Et donc vous avez un potentiel énorme avant de pouvoir rêver. C'est un vrai laboratoire et un champ d'investigation énorme pour tous les jeunes qui sortent diplômés, de se mettre à la disposition des enfants. Les parents sont demandeurs et sortir un petit peu de la précocité du travail spécifique dans le foot, dans les sports co, dans le tennis. Donc ça, c'est vraiment un potentiel à méditer pour tous ceux qui vont être diplômés bientôt. Oui, je voudrais faire juste un petit commentaire. Donc, je suis Alain Carpentier, professeur à l'ULB. Je pense avoir à peu près 30 ans d'expérience dans la préparation physique, puisque j'ai commencé en 87. Et ce qui est fait là maintenant, donc j'ai vu toute l'évolution de cette préparation physique, pour moi est fondamentale. Donc je vous donnerai comme exemple, j'ai eu l'occasion de suivre pendant 10 ans la carrière d'Arnaud Guillain, puisque je l'ai entraîné pendant 10 ans, qui était champion de Belgique du 200, 400, 800 en salle, du 400, 400 et outdoor. Et j'ai dû un moment, après ses exploits aux Jeux Olympiques de Pékin avec le 4x4, revenir à des fondamentaux. Il se blessait, reblessé, reblessure. Pourquoi? Parce que le boulot initial n'a pas été fait. Et donc, quand on a un athlète de 21, 22 ans, où il faut passer, c'est pas 6 mois, c'est 2 ans, 3 ans, pour retourner à une deuxième carrière vers 27, 28 ans, où alors il se réoriente vers le 400 et, c'est du temps perdu. Donc les fondamentaux qui sont faits là sont indispensables. J'irai même plus loin, avec la casquette d'éducation physique. Les fondamentaux, ils devraient être faits où aussi? Là, je prêche pour notre chapelle. Au niveau de l'école, au niveau des profs d'éducation physique. Là, il y a un manque criant de boulot correctement effectué. Et donc, bien sûr, je prêcherai pour l'activité physique. Je ne vais pas dire que je trouve dommage, mais c'est quand même pas normal qu'on doive compenser ce manque par des structures en parallèle. Voilà. Oui, et pour terminer là-dessus, il y a aussi cette notion, moi je pense chez les jeunes, de train qui passe et qui ne s'arrête pas. Donc, c'est-à-dire que si à 18 ans, 18-19 ans, une fois qu'ils sortent des activités juniors, ils n'ont pas un niveau de performance suffisant. Il y a vraiment ce laps de temps qui est très difficile à gérer pour moi, pour les jeunes comme ça, donc entre 19 et 22 ans. Si on n'arrive pas à intégrer une structure pro, si on n'arrive pas à intégrer un noyau A, si on n'arrive pas à accéder à un niveau supérieur, il y a vraiment un taux d'abandon aussi qui est tout à fait énorme. Donc je crois que c'est notre boulot aussi. C'est pas dire que c'est une course contre la montre, mais c'est important d'être vraiment prêt le plus rapidement possible. Et cet athlète doit être construit le plus tôt possible. Après, on n'a plus vraiment le temps de travailler les bases. Ce sera trop tard, je pense, effectivement. Ou alors, ça sera vraiment préjudiciable pour la carrière de l'athlète. J'avais encore une question peut-être à François, c'est concernant, donc j'ai travaillé aussi pendant 6-7 ans dans le foot élite études, donc c'est un peu l'équivalent de votre centre de formation. Donc la problématique qu'on a eue, et je rejoins un peu M. Morelli ce matin, c'est le problème d'à un moment donné, on a l'impression que sur le matin, on arrivait à impliquer les joueurs on contrôlait la charge de travail, on essayait plus ou moins. Le soir, par contre, on ne savait pas ce qui se faisait. Et surtout, en dehors des périodes d'entraînement, il y avait des choses qu'on ne maîtrisait pas. Comment vous contrôlez la charge d'entraînement, la charge d'un joueur qui est dans votre structure et que vous avez mis en place des choses? Parce que chez nous, c'est vraiment une grosse problématique et on se rend compte qu'il n'y a aucune collaboration, que ce soit au niveau des écoles, entre le club. On croit, enfin, voilà, donc c'est de voir un peu ce que vous avez mis en place de votre côté. Nous, on leur demande de remplir pour chaque fin de week-end tout ce qui s'est passé d'un point de vue sportif. Donc ça se limite à l'aspect sportif. Donc à nouveau, on n'a qu'une... Peut-être qu'on voit que par le trou de la serrure, en quelque sorte, parce qu'il y a tout l'aspect, effectivement, guindaille ou autre, sommeil, etc. Mais on leur demande, effectivement, de remplir ce qu'ils ont fait. Que ce soit pour le handball ou le badminton, combien de minutes passées sur le terrain, et on leur demande aussi c'est du RPE, donc échelle 1 à 10, comment ils ont ressenti leurs efforts, parce que ça peut être évidemment très variable.
et on essaie d'en tenir compte. Donc certains sont freinés un petit peu plus tôt dans les entraînements que d'autres. On a des semaines de récupération une fois qu'ils ont dépassé un certain quota d'unités d'entraînement. Donc c'est simplement un système. Nous, on n'est pas encore vraiment bien informatisé, mais par exemple, je ne sais pas si Julien Paulus est toujours là, mais à la Fédé de rugby, ils ont mis au point vraiment une interface qui fonctionne très très bien, où chaque joueur remplit vraiment de manière informatisée. On a les outils, c'est juste que nous, on n'est pas encore passé à ces outils-là, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais à nouveau, ce ne sera qu'une partie de ce qu'on cherche à obtenir. Il y aura toujours une partie qu'on ne saura